Place à notre invité à présent, Xavier Titelman. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Défense, pas que, vous avez plusieurs casquettes. Vous étiez notamment en charge des secours lorsqu'il y a eu l'attentat de Nice. Enfin, en tout cas, vous étiez dans l'équipe, on va dire, lorsqu'il y a eu l'attentat de Nice. Donc évidemment, tout cela prend une autre ampleur aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier à la Nouvelle-Orléans. On le dit, 15 morts, 30 blessés au moins pour l'instant, et surtout cette attaque qui a énormément sidéré. C'est-à-dire que cette facilité qu'a eu cette personne, ce terroriste présumé, à entrer sur les lieux et à frapper des personnes avec son véhicule. Comment est-ce qu'on fait dans les premières minutes, une fois que ce genre de cas de figure se présente? Quels sont les premiers réflexes que les secours ont sur place? Alors déjà, c'est d'évacuer la scène, faire en sorte qu'il y ait moins de monde possible pour faciliter l'accès aux ambulances et aux secours. Quand à l'époque, alors moi j'étais simplement en charge de la collecte des données au centre de gestion de crise interministérielle qui s'appelle le COGIC, place Beauvau, pour l'attentat de Nice. Et peut-être la pire soirée que j'ai pu passer de mes 4 ans à la sécurité civile. J'étais en charge de faire le bilan des victimes à partir des images qu'on pouvait collecter sur les médias sociaux. Et objectivement, c'est catastrophique également pour les gens qui vont rester sur la scène, parce qu'ils vont voir des images, voir des choses qui sont particulièrement choquantes et qui peuvent les traumatiser toute leur vie. Donc déjà, ça évite d'avoir une suraccident psychologique pour les populations qui sont autour, avec des cas de suicide avérés, etc. Et le fait d'avoir le moins de monde possible, c'est ça qui va permettre d'avoir une noria d'ambulance qui va être organisée, qui va être la plus facilitée possible, avec un avantage dans certains pays, c'est que les hommes politiques ne vont pas sur le terrain. Vous avez des pays comme la France, au Bataclan, on a des politiciens qui vont aller sur place. C'est certainement une partie de leur rôle, mais il faut savoir que ça désorganise les secours par la sécurité, etc. Et en Allemagne ou aux États-Unis, a priori, personne ne vient se montrer comme étant impliqué, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour la gestion de crise elle-même. Alors, l'autre parallèle avec Nice, c'est l'histoire justement de l'accès à cette zone. Parce que beaucoup, d'ailleurs, c'était le cas en Allemagne il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu là aussi cet attentat cette attaque à la voiture bélier. Il y a eu des plots qui étaient présents, qui avaient d'ailleurs été globalement généralisés après l'attentat de Nice. Ces plots ne sont pas suffisants, ou en tout cas pas en nombre, ça fonctionne pas bien. Il y a beaucoup de failles là-dessus. Oui, malheureusement. Et c'est comme s'il n'y a pas réellement de retour d'expérience, alors qu'on a quand même un certain nombre d'événements dans lesquels c'est exactement le même scénario. Oui, mais en Allemagne, Xavier Titelman, le terroriste est passé par la voie de tramway. Oui. Alors on interrompt complètement les transports en commun quand il y a un marché de Noël. Mais non, mais sur la place qui est réservée aux piétons, à ce moment-là, on met des blocs de béton qui font quelques centaines de kilos et une voiture, oui. Dans ce cas-là, ils ont trouvé un chemin sur lequel il n'y avait pas des protections. Mais je suis convaincu. Oui, parce qu'il y a un tram, c'est ça l'explication, et on toute bête, qui passait au milieu. C'est juste qu'on aurait mis un camion de travers sur la route. Mon marché de Noël à côté de chez moi, il y a un camion qui est garé sur la rue d'accès. Donc si on avait c'est une négligence quand même. C'est un manque de moyens supplémentaires, et des moyens en plus auraient permis systématiquement d'éviter ce genre de choses. Mais entre la Suède, la France, l'Allemagne, les États-Unis maintenant, et d'ailleurs sur les Champs-Élysées il y a quelques années, je ne sais plus à quel événement, je crois après un match de foot, on a quand même une répétition de ces événements qui devrait extérieurement en tout cas être facile à gérer. Mais encore une fois, c'est une question de moyens. Si on n'a pas plus de moyens sur la sécurité et sur ce type de simplement des plots de béton qui empêcheront les accès, on continuera à en avoir. Oui, parce que si on se fait l'avocat du diable, on se dit aussi que certes, question de moyens, on l'entend, mais c'est aussi une question de faisabilité. On ne peut pas mettre un plot derrière chaque rue, ou en tout cas une série de plots derrière chaque rue. Ça va être compliqué de tout sécuriser. On ne peut pas tout sécuriser partout. Quand on a des rues qui sont piétonnisées parce qu'il y a des grands événements, je pense qu'il faut être capable de mettre des plots en béton en nombre suffisant. C'est pas super cher à mon sens. Et par contre, on a une garantie de sécurité si on arrive à le faire correctement. Xavier Titelman, votre domaine de prédilection, c'est bien sûr l'aviation. Justement, il y a un chiffre qui nous est parvenu hier soir, très intéressant, qui parle de, bien sûr, la guerre en Ukraine et qui nous dit que les Ukrainiens ont arrêté 37 000 drones au cours de l'année 2024. C'est toujours, bien sûr, le moment de faire plein de rétrospectives en ce moment. 2024, 37 000 drones, c'est énorme. On voit bien que la guerre, elle a aujourd'hui pris un autre chemin, celui de la guerre du drone, de l'automatisation. Et quelque part, tant mieux pour les soldats qui sont moins exposés à cause de cela. Alors, en réalité, c'est le nombre de drones tirés par la Russie. On parle bien de drones kamikazes de grande taille, parce que les petits drones, là, on est à presque 3 000 par jour du côté russe et presque 5 000 par jour du côté ukrainien. Donc là, on parle des drones de grande taille, type Shahed, etc. Et effectivement, la Russie arrive quasiment à augmenter sa production de 10 à 20% chaque mois par rapport au mois précédent. Ce qui est intéressant depuis le mois de septembre-octobre, c'est que vous avez maintenant quasiment un tiers de ces drones kamikazes russes qui sont interceptés par la guerre électronique. Et quand vous allez maintenant en Ukraine, j'étais il y a 3 semaines, vous avez parfois votre téléphone, alors votre GPS, il me disait que j'étais à Odessa.
Pourquoi ? Alors que j'étais à Kiev. Parce que du coup, le drone kamikaze russe se dit « Ah bah je suis 300 km trop au sud » et le drone repart vers le nord. Et c'est pour ça que vous avez des drones Shahed qui tombent en Russie et en Biélorussie. C'est parce que les Ukrainiens leur donnent de fausses informations GPS qui font demi-tour. Un tiers des drones sont maintenant abattus par la guerre électronique. Et pour les drones kamikazes, c'est plus de 90% des drones qui sont détruits ou interceptés. Le problème, c'est que vous avez toujours ce delta de 10%. Quand vous avez 700 drones sur le mois qui passent, on a 70 qui vont quand même arriver plus ou moins au but. Celui qui est tombé hier en plein centre de Kiev, alors on est vraiment à 150 mètres de la place Maïdan et du palais présidentiel. Il a été intercepté au dernier moment et effectivement, il tombe sur un immeuble qui avait rien à voir dans l'histoire. Oui. Il y a toujours des trous dans la raquette, malheureusement, mais leur efficacité, elle grandit beaucoup. Il y a un élément néanmoins qui est très intéressant, c'est depuis que l'Ukraine a le droit de tirer sur le territoire de la Fédération de Russie, vous avez une division par 2 du nombre de bombes planantes dont on se plaignait beaucoup. Parce que les Russes ne peuvent plus être dans leurs 300 km, ils sont obligés de partir de 500, 600 km de distance. Et ça marche plus. Et ben ils passent 2 fois plus de temps en vol pour faire la même mission. Donc 2 fois moins de bombes planantes. J'étais sur le front de Pokrovsk, la première fois qu'ils me disaient qu'ils voyaient une baisse dans ce type d'attaque qui est celle qui était le plus dramatique pour eux. Malgré tout, on voit bien, Xavier Titelman, que les Russes ont cherché, mais depuis le début, à chaque hiver, à viser les infrastructures énergétiques avec des pluies de missiles ou de drones. Et à chaque fois, les autorités ukrainiennes ont dit on a besoin de défense anti-missiles, il nous faudrait des batteries avec le système radar qui va avec. Très peu leur ont été accordés, franchement. Malheureusement, oui. D'autant plus que les Russes continuent à monter en puissance. Un chiffre qui est sorti par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2200 attaques contre le système de santé ukrainien en novembre. Donc c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur l'énergie parce que voir que des gens ont froid ou n'ont plus d'électricité, c'est dramatique, mais il faut voir que la totalité des infrastructures civiles sont ciblées par la Russie. C'est l'OMS. On frappe des hôpitaux. On frappe des hôpitaux. 2200 attaques contre le système de santé. Donc c'est des ambulances, des hôpitaux, des lieux de psychiatrie, de soins, etc. Donc des orphelinats. On se souvient bien évidemment cette année de l'attaque sur l'hôpital oncologique pour enfants. C'était une attaque délibérée spécifiquement sur cet environnement. Donc oui. Et ce qui est toujours incompréhensible d'un point de vue militaire, c'est comment ça se fait que les aéroports militaires continuent à fonctionner tous les jours, comment les Ukrainiens arrivent à conduire des dizaines de missions par jour, mais parce que ces environnements sont protégés. Les aéroports sont protégés et on voit l'efficacité des systèmes militaires de défense quand il y en a. Mais ils n'ont pas la possibilité de protéger tout leur territoire et toutes leurs centrales de la même manière. Les Russes frappent, vous dites, les hôpitaux, y compris ceux dans lesquels on soigne des enfants cancéreux. Est-ce que les Ukrainiens font la même chose ? Non, bien sûr que non. Si demain les Ukrainiens commencent à faire la même chose, évidemment ils perdraient tout le soutien international dont ils disposent aujourd'hui. Personne ne peut accepter que l'Ukraine fasse des crimes de guerre de manière aussi Donc il n'y a pas de bonne guerre, mais il y a quand même un aspect obscur de la guerre. Il y en a qui se comportent mal, très mal, y compris en situation de guerre. Beaucoup plus mal que les autres. Il y a un côté moral qui est aujourd'hui avéré dans l'armée ukrainienne. De toute façon, il manque de munitions. Et les objectifs militaires clairs, ils les connaissent, ils ont une liste qui est plus longue que le nombre de missiles dont ils disposent. Donc à quoi bon se fatiguer à taper sur les infrastructures civiles qui n'ont aucun intérêt militaire, alors que vous avez des ponts, des centres logistiques. Quand la Russie gaspille ses munitions, j'ai envie presque de dire, mais bravo, quand ils développent leur fameux missile Oreshnik, un missile Oreshnik, 100 millions, effectivement, il vaut mieux pour la Russie. Techniquement, il vaudrait mieux tirer 200 missiles de croisière KH-101 que un missile Oreshnik, qui en plus visera mal. Tant mieux si, pour des questions marketing, ils développent des armes qui ne servent à rien sur le plan militaire, laissons-les faire leurs erreurs. Comment vous expliquez que on a vu au vu de Nouvel An de Poutine que tout va bien sur le front, à l'intérieur, tout va bien. Mais à Koursk, toujours pas, j'allais dire, de victoire russe avec l'aide de la Corée du Nord, malgré l'aide de la Corée du Nord. Et sur le front de la ligne de front dans le Donbass, ça fait combien de mois qu'on parle de Pokrovsk ? Bien sûr. Et que cette ville n'est toujours pas tombée. Même s'il y a eu, encore une fois, 4000 km² de reprise cette année, je crois, mais toujours pas de victoire à Pokrovsk. Comment vous expliquez cette incapacité des Russes, j'allais dire, sur 2 terrains extrêmement sensibles, chez eux et dans le Donbass, de ne pas marquer cette victoire très importante pour eux. Ils n'ont pas la domination nécessaire, même localement. C'est-à-dire que, faut être clair, il y a la propagande russe qui nous dit qu'ils dominent dans tous les domaines. 4000 km², ça veut dire qu'il leur faut encore quasiment 3 ans juste pour prendre le Donbass à la vitesse actuelle. Sachant que des villes comme Pokrovsk seront des verrous. Mais même avant ça, souvenez-vous de Chassivyar. Chassivyar, ça fait 6 mois qu'on dit que ça doit tomber demain. C'est à 6 km et demi de Bakhmout. C'est-à-dire que Bakhmout-Chassivyar, c'est plus d'1 an juste pour progresser de ces 6 km qui leur manquent. Le Donbass, vous pouvez rouler pendant 3 heures dans le Donbass. C'est gigantesque.
Pokrovsk, par contre, effectivement, quand j'avais été au mois d'août, on pouvait passer la ville par le périphérique à l'est. Maintenant, on est à portée de drones kamikazes, ce qui n'est pas le cas. Mais prendre la ville, ce sera comme Bakhmout. Ça coûtera à la Russie des dizaines de milliers d'hommes. Chiffre russe, Bakhmout, c'était 40 000 hommes. Et à Kursk, c'est exactement de Wagner, c'est le chiffre officiel de Wagner. Et Kursk, c'est exactement le même scénario. Et là, j'ai des témoins directs des soldats, des combattants français engagés sur place. On a perdu 2 camarades, d'ailleurs pas des Français, mais des groupes francophones, des anciens de la Légion étrangère sur place cette semaine. Et ils nous racontent des scènes dans lesquelles ils sont 8 et ils ont face à eux 40 Nord-Coréens qui leur arrivent toutes les heures. Ouais. Et il n'y a aucune préparation d'artillerie entre 2 assauts nord-coréens. Et une fois qu'ils ont lancé 4 vagues de 20 à 40 Nord-Coréens, là, c'est les Russes qui arrivent. Et donc, ils sont obligés de reculer de 70 mètres. Mais progresser de 70 mètres dans cette zone coûte 200 hommes à la Russie. C'est pour ça que c'est très très long. Une question aussi de diplomatie, puisque Zelensky dit hier soir dans son dernier message quotidien que Trump est, je cite, disposé et capable de parvenir à la paix et de mettre fin à... J'arrive pas à me relire. Je crois que c'est l'agression de Poutine. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous estimez que Trump sera celui qui amènera la paix et surtout que la paix sera favorable à l'Ukraine et que ce sera pas juste une paix qui arrangera Poutine? Alors, il y a factuellement une évolution du discours de Trump entre ce qu'il disait dans sa campagne et ce qu'il dit aujourd'hui, puisqu'il constate effectivement que la Russie n'est pas disposée à obtenir un cessez-le-feu. Donc Trump y a dit plusieurs choses. On obtiendra un cessez-le-feu par la force. Très bien. Je suis disposé à continuer à soutenir l'aide militaire à l'Ukraine, y compris en continuant à fournir les équipements. Et c'est pour ça qu'apparemment Joe Biden prend des décisions aujourd'hui. C'est parce qu'il sait que ce sera validé par Trump derrière. Et chez les Ukrainiens aujourd'hui, ils se disent peut-être que finalement Trump, il empêchait Biden de nous soutenir pour des questions de politique intérieure. Mais maintenant qu'il va être aux manettes, il veut réellement un cessez-le-feu. Et vu que la Russie ne veut pas cesser le feu, peut-être que lui nous donnera le matériel nécessaire pour que la Russie cesse son agression. Pascal. Le mythe de la paix éternelle a volé en éclats au cours des dernières années. On comprend tous qu'il faut se réarmer. On n'a pas de budget en France. Non. 55 milliards d'euros de crédits qui vont être reportés, qui sont les crédits des missions de l'armée, de la défense nationale. Il va manquer 3,5 milliards qui manqueront notamment dans le réinvestissement. Vous êtes en contact avec les militaires. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Mais ils veulent du matériel low cost en grande quantité. Acheter des missiles anti-chars qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Je parle des Français, hein. Français. Quand vous parlez aux soldats français, ils disent entre un missile anti-char à 200 000 euros qu'on tire depuis l'épaule et qui est très perfectionné et 2000 drones kamikazes à 300 euros, et notre choix il est vite fait. Sauf que la France n'est pas prête à investir dans des drones à 300 euros. Elle veut avoir des missiles anti-chars à 200 000 euros. Mais on n'est pas un peu dans la culture d'ingénieur, toujours plus. Complètement. Le top du top, c'est-à-dire que un peu de tout, mais très perfectionné. Mais on a des exigences technologiques qui ne correspondent pas aux besoins et à la réalité du terrain. On pourrait faire plus pour moins cher. Sauf que ce serait pas souverain. C'est ça la vraie question. Donc est-ce qu'on a localement... Ça c'est autre chose. Mais c'est une vraie question. Oui. Est-ce qu'on devrait développer localement une usine de production de mini-moteurs? Les Ukrainiens sont en train de le faire. Si on n'est pas souverain national, est-ce qu'on peut accepter d'être souverain européen à minima pour être réellement armé? Si on a moins d'argent, on pourrait faire mieux avec moins d'argent aujourd'hui, j'en suis convaincu. Eric? Oui, moi je voulais poser une question sur l'aviation civile. On a vu l'accident en Corée. Je crois que c'est hier à Los Angeles. Il a fait y avoir une collision sur le tarmac de l'aéroport. On sait que alors il y a Airbus qui a des difficultés, Boeing on le sait. On sait aussi que le trafic aérien va augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'on va au-devant de peut-être pas de catastrophe, mais d'ennui? Est-ce qu'il y a un problème sur les circulations des avions civils? Alors, c'est plusieurs éléments qui vont arriver plus au même moment. Ce qui s'est passé en Corée du Sud, pour l'instant, n'est pas encore expliqué. Qu'un avion se soit abattu par la Russie, ça, clairement, c'est un de plus. Et d'ailleurs, les Russes ont abattu eux-mêmes un hélicoptère Mi-28N la nuit dernière. Encore mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que des avions civils continuent à se promener dans la zone, puisqu'ils continuent à faire des bavures contre leurs propres appareils. Ça, c'est à la Russie de fermer l'espace aérien. Oui, et aux autres pays d'arrêter d'accéder au territoire russe, dans lequel il y a un risque. Après, le fait que l'aviation civile ait plus d'événements aujourd'hui, c'est une certitude, c'est aussi lié au retour sur un niveau de trafic qui était celui d'avant la crise du Covid. On a mis quasiment 4 ans, 5 ans avant de revenir simplement au niveau d'avant la crise. Et logiquement, vous revenez aussi au nombre d'événements qu'on avait avant la crise. On a eu des années qui étaient très calmes parce qu'on avait moins de vols. Et on a aussi des pays dans lesquels on se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés à faire appliquer les normes. Quand vous regardez les crashs comme celui de Sriwijaya en Indonésie, quand vous regardez le crash du Pakistan, après lequel on s'est rendu compte que 40% des pilotes du pays n'avaient pas leur licence de pilote à jour.
40% des pilotes du Pakistan. Ça fait beaucoup quand même. C'est catastrophique. Et donc vous avez des pays dans lesquels le crash du Boeing 737 à Cuba, vous ne pouvez pas aller à Cuba pour vérifier l'état de leurs avions. Et la Russie, demain... Ce que dit Eric aussi, c'est que le trafic va doubler, là, le trafic passager va doubler dans les 20 années qui viennent. Comment fait-on? Il faut déjà être capable de passer à la transformation digitale, donc la digitalisation. J'ai travaillé pendant 2 ans à la définition des cas d'usage des big data dans l'aviation. À l'époque, c'était au profit d'Airbus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais pareil, il faut des investissements qui sont importants. L'aviation a l'avantage d'être suffisante, c'est-à-dire qu'elle l'investit elle-même. La sécurité, c'est elle-même qui la paye. Les droits de passage, c'est elle qui les paye. C'est pas comme la SNCF où c'est vos impôts qui vont payer même si vous prenez pas le train. Enfin, c'est le passager qui paye en partie. C'est le passager qui paye. Oui, c'est l'utilisateur qui paye. Je trouve ce système assez vertueux puisqu'au final, c'est l'utilisateur qui paye réellement pour une sécurité. Et on est dans un système où il y a des milliers de milliards d'euros qui doivent être investis pour la sécurité et pour la transformation digitale et la décarbonation de l'aviation. Je rappelle, 2050, 0 carbone pour l'aviation européenne. On espère mondiale, mais européenne, c'est acquis aujourd'hui. Et c'est des investissements qui sont réels et qui sont en train d'être mis en œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Titelman d'avoir été notre invité face aux experts ce matin.